everyone, and thank you for listening. My name is Ifat, and I'm a senior marketing at FinOut. And today we're going to have this webinar held in French. We're going to talk about how Conto, a leading fintech company, were able to optimize their cloud cost with FinOut. And let me introduce our speakers. We have here today Victor. Victor is the head of SRE at Conto, and Bastian, who is managing partner at Cloud FinOps. Merci beaucoup, Yefat. Donc, bienvenue à tous. Donc, aujourd'hui, au menu à l'agenda, Victor va revenir sur son expérience au travers de Conto avec trois thématiques, hein, trois grands enjeux que vous devez avoir aussi de votre côté. C'est quels sont effectivement les défis d'avoir une cost allocation pas forcément efficace dans Kubernetes. Donc, ça, c'était le premier driver. Deuxième épisode, on partagera effectivement les challenges. Victor nous partagera les challenges d'une analyse de coûts manuelle. Et puis, troisième élément, mettre en perspective. On parle beaucoup d'unité économique dans le monde du FinOps et démontrer la valeur métier. Peut-être, Victor, pour commencer, est-ce que tu peux introduire un petit peu, voilà, SRE, Head of SRE chez Conto et ton périmètre et les enjeux initiaux de ce projet? Ouais, tout à fait. Alors du coup, je suis responsable de trois équipes SRE, donc Observability, Platform et Storage, qui supportent, qui ont différents types de missions et qui supportent l'ensemble de l'infrastructure Conto. Et dans ce cadre-là, ces équipes sont amenées à gérer les coûts du stockage, donc principalement des bases de données, donc on utilise PostgreSQL, de Kubernetes pour l'équipe plateforme et pour l'équipe observabilité, de tous les outils d'observabilité qu'on sait tous qui coûtent généralement très très cher et qu'on essaye d'internaliser. Et donc quand on internalise, en fait, on perd aussi beaucoup d'observabilité sur les coûts et sur la maîtrise de ces coûts. Donc le but essentiel, c'est de s'assurer que nos coûts n'augmentent pas plus que notre croissance. On est quand même une boîte qui continue de croître très vite. Mais si on ne regarde pas, en fait, naturellement, les coûts peuvent très vite exploser. Donc le but, c'est de récupérer de cette observabilité pour être sûr qu'on investit au bon moment, correctement, et qu'on a le bon retour sur investissement. Très clair, merci beaucoup. C'est vrai que KubeCon, il y aura KubeCon Londres cette année, mais au dernier KubeCon Paris revenait souvent effectivement parmi le challenge, la cost allocation, à la fois pour être efficace et pour la refacturation ou la valorisation interne des différents services. Alors, est-ce que du coup, sur ce premier défi, tu peux nous en dire un petit peu plus? Puisque là, le terme est même précis, inefficient cost allocation. Ça, c'était la situation que tu as eu à adresser, correct? Oui, ouais, tout à fait. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que à Conto, les équipes back-end maîtrisent les fichiers de configuration pour leur déploiement. Donc c'est extrêmement simple d'augmenter les ressources d'une application, d'augmenter le nombre de réplicas, même de rajouter des nouveaux microservices pour chaque équipe. Le problème, c'est qu'en faisant ça, ils n'ont aucune idée des coûts et des augmentations qui se passent. Et donc, même si on avait essayé de déployer KubeCost il y a un moment, le problème c'est que KubeCost a besoin de récupérer les coûts, enfin beaucoup de labels, dont les labels des nodes EC2, ce qui fait que ça met beaucoup de pression sur Prometheus, avec des soucis de cardinalité. Et on a un gros challenge qui est de récupérer cette observabilité-là sur les 1, 2 dernières années. Ok. Et c'est là où en fait ça met une charge énorme sur notre système actuel qui déjà supporte tout le système d'alerting de chez Conto. Et donc on vient en fait rajouter une brique supplémentaire d'observabilité sur quelque chose qui n'est pas dans le domaine de l'alerting critique business, mais de récupérer de l'observabilité sur nos coûts. Et donc, ça demande beaucoup de tooling en interne. C'est-à-dire que du coup, on essaie de faire quelque chose qui fonctionne, mais on investit on a peut-être mis 1 à 2 mois pour avoir quelque chose de fonctionnel, mais on n'était pas satisfait ni des performances, ni de la visibilité long terme. Et en termes d'utilisation, c'était absolument pas pratique pour une équipe externe, back-end, de l'utiliser. Donc la vocation qu'on a, c'est de faire en sorte que la visibilité soit donnée à l'ensemble des équipes, pas seulement juste l'équipe infrastructure qui regarde de temps en temps, mais aux équipes concernées qui déploient eux-mêmes leurs propres applications, qu'elles puissent récupérer l'observabilité sur leur coût de leurs services directement sur la plateforme, à la fois en staging, mais aussi en production.
Donc ça, c'est l'approche effectivement que vous avez suivie. Ça peut être un petit takeaway, c'est ça, de commencer ou de pour passer certains temps, parce que les gens qui nous écoutent forcément passent par par ces étapes-là, mais peut-être pas non plus trop. Si on voit que le volume et la complexité, ça va pas s'arranger, ça va être croissant. Ouais, Quelle tout à approche vous fait. avez adoptée du coup? Ouais, donc du coup, grâce à Finout, en fait, c'est extrêmement simple de récupérer de l'observabilité et d'ajouter pas mal de clusters Kubernetes. Je crois qu'on D'accord. en a à peu près une quinzaine. Donc, on déploie un petit cron job qui va tourner toutes les demi-heures. Et rapidement, en 1 ou 2 jours plus tard, on récupère en fait l'ensemble des pods avec tous leurs labels dans la plateforme. Ce qui fait que c'est extrêmement simple pour chercher les coûts d'une équipe. En fait, on a le label directement sur chacun des pods, comme le team onboarding par exemple. Et donc, on va chercher onboarding et on récupère directement le filtre. Et n'importe qui au niveau du département tech est capable d'aller sur Finout et de chercher et de récupérer l'observabilité sur les coûts. C'est relativement simple dans le sens où j'ai pas eu besoin de faire de training pour que n'importe qui puisse utiliser la plateforme. J'ai juste ouvert la plateforme à l'ensemble de Conto en interne, donc n'importe qui veut y accéder peut y accéder. Et à partir de là, en fait, ça va extrêmement vite et j'ai vu des équipes qui ont construit leur propre dashboard sans que je leur en parle directement, à part à la première euh, vague de communication sur l'outil. En fait, c'est extrêmement simple d'utilisation. Puis pour nous, ça nous a pas coûté grand-chose, puisqu'en fait, de déployer, on parle juste d'un cron job sur l'ensemble des clusters. Donc ça va très très vite. Et tu dirais, si c'est pas confidentiel ou indiscret, du noyau dur que vous étiez, toi, évidemment, à commencer, et quelques-uns, aujourd'hui, on parle de combien? C'est en dizaines d'utilisateurs? Côté back-end, je dirais qu'on est entre 50 et 80 qui s'y connectent. Après, ça peut dépendre en fonction des besoins. Quand ils vont développer une nouvelle fonctionnalité, ils ont tendance à aller regarder à ce moment-là aussi les coûts de cette fonctionnalité ou les coûts des outils qu'ils veulent utiliser. On a eu un cas récemment sur une fonctionnalité où ils voulaient estimer DynamoDB, donc ils ont fait un POC et D'accord. ils sont allés directement mesurer en fait lors du POC les coûts sur Finout. Ok. Et ce genre de choses où cette aide à l'observabilité va leur permettre de prendre des meilleures décisions avec produit pour être sûr de la rentabilité des fonctionnalités qu'ils veulent développer. D'où voilà, le shift left et puis le empowering, c'est-à-dire que chacun va ainsi chercher ce qui le concerne. Alors, en bon Exactement. ingénieur que tu es et que vous êtes chez Conto, tu as matérialisé par des métriques et des chiffres la partie effectivement cost allocation. Et aujourd'hui, l'évaluation que tu en fais, est-ce que tu peux nous en dire un mot? Oui, alors en fait, le nom de l'équipe, on le met quasiment partout, sur toutes les ressources qu'on déploie. Au niveau des labels, donc le label des pods, mais ça se retrouve aussi sur les labels des buckets S3, par exemple, on est essentiellement sur AWS. Sur d'autres aspects. Et le fait que ça se retrouve directement dans Finout nous permet d'agréger un peu tout ça dans un même et simple control plane. Je parlais de KubeCost avant, c'était extrêmement, enfin, ça pouvait marcher dans un contexte cube, par contre, ça marche plus à partir du moment où on déploie du bucket, où Hmm. on déploie une instance PG unique pour une multitude d'applications qui est partagée et pour pouvoir répartir la charge et le coût par équipe. C'est-à-dire que du coup, on construit, nous, une métrique en interne qu'on ingère et qui nous permet de faire ça de façon extrêmement simple et unifiée. Une équipe veut voir en fait qu'est-ce qu'elle consomme en database, en Kubernetes, en object storage, etc. Elle y va, elle ajoute juste un petit filtre ou un dashboard pré-créé et elle a accès à cette information. Et ça, c'est assez unique et ça permet vraiment de récupérer une observabilité complète et de voir en fait aussi l'évolution des coûts par team et par application, par exemple. Et il y a une notion, puisque c'est bien mentionné, un virtual tag, il y a aussi cette notion que c'est du tagging spécifiquement pour le FinOps sans, j'allais dire, impact sur les opérations et sur la partie technique. Ça aussi, ça a été de nature à séduire cette approche virtual tag. Ouais, en fait, le gros avantage du virtual tag, c'est qu'on est capable par exemple, d'agréger pas mal de ce que
je vais prendre le cas en fait d'une fonctionnalité, par exemple la fonctionnalité de recherche de transactions chez Conto. Mhm. C'est une multitude de composants. Il y a un peu d'S3, il y a un peu d'Elasticsearch, il y a un peu de PostgreSQL, etc. On peut agréger tout ça grâce à des virtual tags. Et ce qui est bien, c'est que si jamais on oublie quelque chose dans le passé, on peut changer le virtual tag et ça s'applique en temps réel sur l'ensemble de nos dashboards. Donc souvent, quand on fait des chantiers de migration ou quand on fait du renommage ou des choses comme ça, on peut avoir tendance à peut-être oublier un moment de calculer des volumes EBS. On modifie le virtual tag et on n'a pas besoin de changer les 15 dashboards qui sont utilisés par différentes équipes. Ça se modifie directement en temps réel. Et cette flexibilité-là et cette hiérarchie, parce qu'un virtual tag peut inclure aussi d'autres virtual tags, nous aide vraiment à récupérer une vélocité qui n'est pas négligeable. Et ça rend la gestion des coûts sur le long terme extrêmement simple. Hyper clair. Donc, chronologiquement, là, effectivement, tu nous as expliqué le contexte, les défis, la mise en place. Maintenant, on le disait en introduction, le deuxième défi, c'était l'analyse des coûts qui était manuelle. Est-ce que là aussi, même principe, pour tacler ou adresser ce deuxième challenge, déjà, quelles étaient les conséquences négatives, j'allais dire, avant un outillage comme Finout, et comment effectivement vous êtes allé au-devant de ces défis? Alors, c'est une question très très large. En fait, sur la partie identification des anomalies, on utilisait l'outil d'AWS dans Cost Explorer qui nous Ouais. permet de lever des alertes. Le problème, c'est que ces alertes-là sont... Les messages sont extrêmement génériques, donc il faut aller se connecter sur le compte d'organisation, donc on appelle nous le compte route. Ensuite, à partir du compte-route, généralement, on peut trouver la route cause, mais des fois, elle n'est pas forcément évidente. Exemple, j'ai un coût élevé sur S3, mais je ne connais pas le détail. Donc, je vais aller regarder le dashboard et ensuite, pour essayer de faire des group by différents pour savoir en fait c'est quelle est la partie d'S3 qui nous a coûté cher ce jour-là. L'autre problème par-dessus, c'est qu'AWS nous facture aussi le fait d'identifier les ressources individuelles comme quel est le nom du bucket S3 et il nous le facture extrêmement cher. Et donc en fait, bout à bout cumulé, si après on veut aller chercher sur ce compte-là, analyser le bucket directement, il faut changer de compte. C'est pas natif dans AWS, c'est-à-dire qu'il faut se déconnecter du compte où on est en train de regarder le dashboard pour aller sur l'autre compte et revenir en changeant de compte et de contexte et on est délogué, relogué plusieurs fois. Et tout ce process-là est extrêmement long et coûteux et quand on a 4-5 alertes dans la journée à faire, en fait, ça devient très vite pénible. Du coup, ce qui se passe naturellement, c'est que humainement, on le fait plus ou on C'est le fait clair. beaucoup moins bien. Et ou même, des fois, c'est très complexe d'aller même trouver la route cause malgré l'alerte. Et donc, en fait, il y a des personnes qui ont même abandonné d'aller chercher en disant qu'ils vont laisser ça à d'autres personnes. Et là, ça peut poser un problème d'autonomie. Nous, ce qu'on veut, c'est que n'importe qui puisse aller analyser extrêmement facilement les choses et de récupérer, je dirais, en 10-15 minutes, une demi-heure maximum, l'ensemble enfin, la route cause sur une anomalie. Donc, Et puis c'est un peu cette partie réactive cost management. ouais, tu l'évoques ici, hein, réactivité, la partie root cause analyse, et puis la partie, il y a un impact forcément sur le Mm, côté prévisible, forecasting. c'est ça. J'imagine que Et alors, ouais, sur cette partie de forecast, en fait, le plus grand problème, c'était l'absence de virtual tag. Ce que j'ai parlé juste avant, c'était la partie, on a une fonctionnalité très complexe qui englobe un certain nombre de composants. On a envie de grouper ces composants cross-account avec des choses un peu complexes, même des fois multi-provider, hein. C'est-à-dire que des fois, on peut avoir des ressources aussi qui sont en dehors de juste AWS. On est incapable de faire ça avec juste en utilisant l'outil AWS, en fait. Ou ok, alors c'est extrêmement basique, c'est-à-dire on a un service avec un coût et on est capable de faire du budget, mais ça reste très limité. Et c'est surtout, ça s'adresse surtout à les équipes infrastructure. Ça ne nous permet pas de passer à l'échelle en donnant cet accès-là ou cette facilité de configuration à l'ensemble des équipes back-end. très bien, hyper clair. Donc l'approche, on va dire, ce qui a plu et séduit en contrepartie de ça, toi t'en as dit déjà un mot, mais trois piliers que tu Ouais. voulais effectivement Alors évoquer. sur la partie automatisation, le fait de les mettre dans les virtual tags, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on ajoute une fonctionnalité au sein d'un virtual tag pour permettre de grouper un ensemble de composants, on a automatiquement une alerte par défaut qui est définie en cost anomaly et on peut l'envoyer sur des channels Slack directement aux différentes équipes.
Ce qui fait que quand ils reçoivent une détection, une anomalie, ils reçoivent directement une capture d'écran avec le graphe. Ils cliquent sur Investigate et ils sont menés dans un dashboard. Et l'autre partie qui est extrêmement chouette dans ce dashboard-là, c'est qu'ils peuvent drill down. C'est-à-dire qu'en fait, ces group by, par exemple, si je prends le cas d'S3, par API Operation, donc on a les get, les delete, ou par exemple le stockage glacier ou standard. Et ils peuvent aller cliquer comme ça petit à petit jusqu'à obtenir la root cause ou les ressources individuelles. Et le fait de ne pas avoir à changer le dashboard, trouver quel est le groupe by correspondant, etc., ça fait que bah, plutôt que passer 10-15 minutes avec du training, on clique très vite et on arrive à la root cause sans avoir besoin de training. Et donc, du coup, n'importe qui peut l'utiliser. Donc ça, c'est extrêmement chouette. Et ça participe du coup à ce que l'autre partie, c'est-à-dire le time to insight, on est capable d'investiguer ça extrêmement facilement, ce qui fait qu'on a plus de cas où on investigue. Et il y a des fois, il y a des personnes qui vont se dire, bah, en fait, je comprends pas pourquoi ce service-là, il coûte tant. Ils vont utiliser le drill down, cette même fonctionnalité pour aller très très vite chercher pourquoi, par exemple, CloudWatch nous coûte ce prix-là. Ils cliquent et ils voient qu'en fait, il y a, dans les ressources, il y a des utilisations de lambda qui sont pas optimisées, qui font que bah, on log énormément sur S3 et que AWS nous facture beaucoup pour quelque chose qui pourrait être optimisé pour diviser le coût par deux. Sauf que ça, plutôt que de prendre un temps très très long avec du training sur AWS, n'importe qui est capable d'aller cliquer sur Investigate et faire ce travail-là. Ce qui fait que bah, on en fait plus et on fait plus d'outils d'optimisation, quoi. Enfin de travaux d'optimisation. Est-ce que tu as ressenti tout de suite l'adhésion des équipes à ça? Puisque, comme tu disais, c'est rébarbatif, les gens savent le faire, mais ça nécessite aussi une répétition. Donc, au bout d'un moment, il y a une forme de lassitude. Est-ce qu'à l'inverse, le fait d'utiliser un outil qui t'amène directement au bon endroit pour le bon root cause analysis, est-ce que rapidement, cet effet vertueux, tu l'as ressenti et ça t'est remonté par les collègues? Ouais, donc je l'ai ressenti essentiellement dans le fait que bah, naturellement, en fait, les personnes allaient se connectent beaucoup plus facilement à Finout et des personnes qui vont partager des dashboards ou des liens vers des visualisations pour faire des travaux d'amélioration continue sans que j'ai à intervenir en fait. Donc il y a très peu de personnes, généralement quand un outil est complexe, soit il n'y a pas d'adhésion du tout, soit il y a beaucoup de personnes qui viennent nous demander pour du C'est support sur ça. l'utilisation de l'outil. Et on en a eu très très peu. Les seuls cas, ça peut être des cas extrêmement complexes d'agrégation, de virtual tag dans tous les sens. Mais sur l'utilisation back-end de tous les jours, en fait, on n'a pas de demande en fait. Ils sont assez autonomes sur cette partie-là. Et donc, il y a des dashboards qui ont été créés par back-end sans aucune intervention de l'équipe infrastructure. Donc c'est assez chouette. Ouais. Ok. Et en termes d'output, c'est vraiment des cas pratiques où ils vont aller optimiser les coûts directement. Le fait Il y a quelque chose qui a vraiment été important pour nous, c'est le fait de montrer une métrique et de voir, on va tous ensemble la même chose, fait que naturellement, bah, en fait, on est aligné sur le fait qu'on a du waste, donc des choses qui ont besoin d'être fixées, la personne qui veut s'en occuper peut s'en occuper directement. Donc on n'a pas de dépendance à une autre équipe, on voit la même chose, on arrive à voir des cas de non-optimisation, on n'a pas le retour sur investissement souhaité, et on va essayer de l'optimiser, quoi. D'où l'empowerment, rendre actionnable. Et puis comme vous êtes data-driven, tout de suite, en termes de chiffres, ça va parler tout de suite. Ouais, alors en fait, notre temps d'investigation sur tout ce qui est anomalie a été divisé par deux. Et aussi, ce qui se passe, c'est qu'on en fait beaucoup plus qu'avant. C'est pas juste l'équipe infrastructure, c'est l'ensemble des équipes. Par exemple, sur même des décisions business de est-ce qu'on va dupliquer ce composant-là, est-ce qu'on va essayer de l'optimiser, est-ce qu'on va essayer de le scale, on construit, on fait la recherche pour essayer de construire ce qu'on veut mesurer avec un virtual tag, par exemple un nouveau virtual tag, et on a cette réponse-là. Donc non seulement en fait on arrive à investiguer l'état actuel, mais on évite aussi d'ajouter des coûts sur des nouvelles fonctionnalités qui seraient du waste plus tard. Donc en prenant des bonnes décisions aujourd'hui, on améliore en fait sur la durée le fait que nos coûts sont sous contrôle. Très bien, hyper clair. Bon, on a parlé visibilité, on a parlé effectivement allocation, on a parlé data-driven. Maintenant, un élément et qui va aussi intéresser
les CTO et un niveau, effectivement, j'allais dire même les métiers, hein, utilisateurs. On parle beaucoup dans la communauté FinOps du unit économique, il y a eu différents témoignages. Est-ce que là-dessus, tu peux nous éclairer sur ce que ça représente en valeur pour les métiers, en business value, Mhm. concrètement sur ce use case? Alors, c'est un grand sujet. La première partie, c'est que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on définit un budget annuel Mhm. chaque année sur les différentes parties. Donc, ça peut être par fonctionnalité, par département, par team, etc. Et on essaie de s'y tenir. Le problème, c'est que Conto est en croissance depuis que j'ai rejoint il y a 5 ans. C'est une très très bonne nouvelle et c'est très chouette. Le problème sur le budget, c'est qu'en fait, les budgets vont être essentiellement soumis à une justification qui est on ne veut pas augmenter nos coûts d'infrastructure plus vite que la croissance de la boîte et plus vite que ce que les clients nous rapportent. Donc, en général, ce qui se passe plus à notre échelle, c'est que plus l'infra grossit, moins unitairement elle doit coûter. Et le problème, c'est de récupérer cette information-là dans un outil d'observabilité, c'est extrêmement complexe. Donc en fait, ce que Finance va pouvoir demander, et donc pour pouvoir valider une demande, c'est de récupérer par exemple le coût par client. Ce genre de choses, ce genre de métrique qui doit rester le stable, voire diminuer en fait. Ce qui augmente le budget, mais qui en fait unitairement par client, en fait le prix de l'infrastructure par client va diminuer en fait. Mais c'est ça qui permet à être justifié pour avoir une demande validée. Donc c'est Ouais, ce donc vous êtes amené, vous êtes allé amené à aller dans cette direction pour effectivement avoir des conversations, j'allais dire, positives et de projection. Et le cost par customer, c'est ce qui a été retenu comme unité économique. c'est ça. Le- Ouais. Vas-y, je t'en prie. En fait, le coût par client, c'est vraiment notre première métrique clé pour suivre l'ensemble de l'infrastructure. Après, on essaie de la dériver pour être un peu plus, pour avoir un peu plus de détails unitaires, c'est-à-dire par exemple le coût de chaque fonctionnalité, comme je ne sais pas moi, les transactions ou les cartes bancaires, ou par exemple le coût interne de notre plateforme de développement, ce que ça représente par back-end développeur. Plus on recrute et plus notre infra elle grossit, plus vite unitairement ce qui peut se passer, ce qui se passait il y a 2 ans, c'est que le coût par back-end développeur de notre infrastructure staging augmentait exponentiellement. Et ça, c'est pas OK d'un point de vue finance, en fait. Et donc là, ce que permet en fait FinOut, c'est de étendre l'utilisation de cette plateforme d'observabilité à des use cases finance, à des use cases qui vont aussi nous permettre d'aligner l'ensemble des équipes, parce que souvent, en fait, on peut avoir, je dirais pas des conflits, mais des fois, ça peut être comme, vu comme étant des objectifs différents. L'infrastructure veut descendre les coûts, backend veut déployer plus vite. Mhm. En fait, ce qui est vraiment essentiel, c'est de monter d'un cran, de voir le prisme finance-business comme le coût par client et d'aligner tout le monde là-dessus. Et en fait, ça enlève un peu ce côté conflictuel à objectifs différents. On a tous le même objectif, on travaille dans la même boîte pour le même but. Et c'est vraiment ça qui est extrêmement important et qui n'est pas du tout natif sur d'autres plateformes. On reste très budget, etc. Mais en fait, on n'a pas la vision globale. Donc le fait d'analyser ces métriques-là, on récupère en fait par fonctionnalité, par service, ce tracking-là et on est capable de faire de meilleures décisions ou d'intervenir quand on voit qu'il y a une métrique qui commence à être un peu dans le rouge, dans le sens où, je sais pas moi, le coût par transaction, il augmente très très rapidement. On a besoin de faire quelque chose pour essayer de comprendre, voilà, soit faire payer plus cher le client par exemple, pour avoir plus de retours sur investissement. C'est pas l'objectif de Conto, on essaie toujours, on n'a jamais eu besoin de le faire, mais on essaie toujours de surveiller ça pour supprimer du waste. Parce qu'en général, c'est juste détecter le fait que on utilise mal les ressources AWS et qu'en faisant des optimisations, on arrive très vite à avoir des gains de coûts énormes. Hyper clair. Bon, j'en atteste parce que je suis client au travers de ma société depuis 2018 de Conto. Et effectivement, je confirme un, un seuil prix qui est effectivement maintenu pour vos clients. Ce qui est impressionnant, c'est aussi dans la chasse au coût, hein, la chasse au gaspillage. Ça vous a donné aussi un zoom et tu voulais conclure et finir par cette approche-là. Je crois qu'il s'agit du storage.
Oui, tout à fait. Donc en fait, je peux prendre un exemple très classique, je pense qu'il parlera à tout le monde. On a une stack de log qui est mutualisée, qui a été rapatriée il y a 2 3 ans en interne. Donc on maintient, donc l'équipe observabilité maintient la stack de log pour l'ensemble des applications qu'on déploie en interne. Le problème, c'est que contrairement à, je sais pas, Datadog ou des solutions SaaS, c'est que qui donnent des observabilités sur combien on utilise en stockage et combien ça coûte unitairement. On n'a pas du tout cette observabilité. Donc on sait combien les logs coûtent, mais aucune team sait combien leur app coûte sur cette plateforme de log ou ce que l'équipe va dépenser au final. Donc on a construit une métrique dédiée un peu d'unit economics sur le coût par app. On se base sur le stockage total des 3 derniers mois. D'accord? Et on l'ingère dans Finout et on essaie de faire rapatrier le coût par app. Et en fait, en faisant ça, on s'est rendu compte que le problème de notre plateforme de log, c'est que, il y a 10 applications qui consomment énormément de logs, alors que les autres ne consomment très très peu. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en simplement en montrant ça à back-end, ils ont pu constater que en fait, c'est très bizarre de payer ce prix-là pour ces applications. Et en fait, ils vont démarrer par eux-mêmes un projet d'amélioration continue pour itérer jusqu'à arriver à une réduction drastique des logs. Et ça, ça nous permet d'atteindre moins 40% d'optimisation. Et, euh, en fait, vu qu'ils suivent tous les jours le prix diminuer, ils sont capables aussi de confirmer l'impact de leur changement. Et il y a autre chose par rapport à ça, c'est que, comme j'ai expliqué juste avant, grâce au virtual tag, on est aussi capable de faire de l'anomality detection. Donc, Mhm. on est aussi capable de faire en sorte que s'il y a une application qui consomme, je ne sais pas, 2 dollars de log par jour, et d'un coup, elle consomme 100 dollars, l'équipe en charge va recevoir une alerte et va pouvoir investiguer, et va pouvoir automatiquement faire la MR de revert parce qu'il y a un log, une ligne qui a été rajoutée en plus et à aucun moment ils ont pu prédire ou estimer que ça allait faire autant d'impact financier sur cette partie-là. Et donc ça nous permet non seulement de faire de la réduction, donc cette fonctionnalité de faire de la réduction sur du court terme, mais aussi d'éviter de revenir dans le cas initial où on ne voit pas l'impact de nos changements. Et en fait, au fil du temps, dans 3 mois, on a la situation, on est revenu à la case départ. Très bien. Bah, merci beaucoup, Victor. Peut-être en mot de conclusion, et Yifat, nous te repassons la parole. Mais Victor, voilà, si tu devais retenir les, les, les principaux highlights de cette journée avec Finout, quels seraient-ils? Globalement, la plateforme est extrêmement simple d'utilisation. Le fait que les units economics sont là, ça nous permet d'ingérer énormément de métriques différentes pour nos cas d'usage. Donc, c'est extrêmement flexible. Et le fait aussi que l'équipe support de Finout est disponible par Slack. Et donc, dès qu'on a le moins de soucis, on peut itérer extrêmement vite et faire des retours. Ça aide aussi énormément à l'adoption de la plateforme au global, quoi. Très bien. Merci beaucoup. Yifat? Yeah. So thank you. I hope you really enjoyed it. And thank you for joining this webinar. And, take care. Merci Yifat. Thank you. Merci Victor. Stay Victor. Merci à toi. Merci à tous.